Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Meryl Sibra, qui est People Team Lead chez Weglot, une boîte qui aide les sites à devenir multilingues et tout ça sans usine à gaz. Alors Meryl a rejoint Weglot en 2019, à l'époque ils étaient 10, aujourd'hui ils sont 67. Par contre, ce qui est intéressant, on va en parler, c'est qu'ils ont fait une levée très importante de 45 millions d'euros, mais néanmoins ils n'ont pas recruté massivement pour faire joli, peut-être comme d'autres startups. Ils ont préféré attendre le bon profil, impliquer toute l'équipe et garder les fondateurs sur les étapes finales, on en parlera. Et donc, on va parler effectivement de recrutement maîtrisé, mais aussi de période d'essai cadrée, de transparence, de rapport d'étonnement et de leur semaine de 4 jours, mais la vraie semaine de 4 jours, pas celle de 39 heures compressée en 4 jours. Bref, un épisode pour ceux et celles qui veulent recruter moins, recruter mieux et éviter le grand classique de on embauche vite et puis après, on répare. Hello Meryl, comment vas-tu ? Bonjour Florent, ça va très bien. Je suis ravie d'être là aujourd'hui avec toi. Écoute, un grand merci. Petite particularité pour nos auditeurs et auditrices, c'est pour la première fois, j'enregistre en distanciel parce que je suis un peu malade. Donc si vous entendez une voix enrhumée, si j'éternue, ne m'en veuillez pas, ça peut arriver. Mais on va essayer de réaliser cet échange de la même manière que je le fais classiquement en présentiel. Il n'y a pas de raison. Alors avant toute chose, Meryl, tout le monde ne te connaît pas et j'ai envie que tu nous racontes un peu ton histoire et qu'est-ce qui t'a fait à un moment ou à un autre basculer vers les RH et ce que tu cherches à résoudre avec cette fonction. Alors oui, moi c'est donc Meryl Sibra. J'ai démarré mon parcours en finance, en contrôle de gestion pour être plus précise. Et j'ai très vite ressenti qu'il me manquait vraiment la dimension humaine dans mes fonctions. Et du coup, j'ai décidé de faire une reconversion. Et j'y suis parvenue par la porte d'entrée de l'office management. J'ai vu justement une porte d'entrée pour avoir un poste assez transverse. Et au fur et à mesure du temps, j'ai pu me spécialiser sur mes fonctions RH. Du coup, j'ai rejoint Weglot en 2019 en tant qu'office manager. Comme tu l'as dit, à ce moment-là, on était 10. Donc, Weglot, on propose une solution qui permet de traduire automatiquement les sites web. C'est une solution no-code qui s'adresse autant aux personnes techniques et non techniques. Tout le monde peut traduire son site web avec nous très facilement en 5 minutes. Au Et fur et à mesure. qu'est-ce qui t'a fait basculer ? Parce que tu rentres office manager, donc c'est ça chez Weglot. Oui. Tu restes combien de temps et pourquoi tu bascules vers les RH ? C'est tes dirigeants, c'est toi ? Comment ça s'est passé un petit peu ? Alors, j'y ai été 3 ans office manager et au bout d'un moment, c'était plus possible de tout faire bien parce que j'étais en appui sur la partie finance, en appui sur la partie bureau, RH, événements.
Et du coup, j'ai fait le retour aux fondateurs en leur disant que aujourd'hui, voilà, j'avais besoin qu'on renforce l'équipe. Et ce qui est intéressant quand on arrive tôt dans une entreprise, c'est qu'on peut choisir ce sur quoi on veut se spécialiser. Et c'est à ce moment-là que je leur ai gentiment dit que la partie financière, c'était plus pour moi et que je me suis spécialisée sur la fonction RH. Ok. Donc là, tu bascules dans la fonction RH il y a combien de temps maintenant là? Bah, ça fait 3, 4, 4 ans. 5 ans? 4 ans? 4 ans. Et est-ce que tu te formes à la fonction RH? Est-ce que tu te dis, tiens, est-ce qu'il faut que je retourne sur les bancs de l'école? Est-ce que tu as un certain syndrome de l'imposteur? Ou comment tu vis le truc, hein? J'ai fait quelques formations, notamment en recrutement avec Illinois à ce moment-là et après, en fait, très tôt, j'ai rejoint les communautés RH Slack. Donc, D'accord? il y a, à l'époque, il y en avait une qui a fermé assez vite, mais du coup, qui est devenue après HR Weekend et il y a Un Vent Nouveau et en fait, j'ai aussi beaucoup appris grâce aux pairs. En fait, on se rend compte que dans la fonction RH, on est souvent seul dans les entreprises, dans les plus petites structures, on est souvent seul Mmh. et du coup, ces communautés, ça permet vraiment d'échanger, de pouvoir poser ces questions, de pouvoir avoir des retours d'expérience terrain de personnes qui sont dans les mêmes situations que nous. Et après aussi, on était entouré d'experts. Enfin, nous, on n'a jamais internalisé la paye. On a un cabinet comptable. Donc, OK. du coup, on a aussi leur expertise, on bénéficie de leur expertise. Et après, on est accompagné par une avocate très, très proche. Pareil pour la partie légale, que le cadre soit bien, qu'on respecte bien le cadre légal. Ouais, d'accord. Donc un minimum d'aide externe et puis après, toi, tu rentres dans le vif du sujet. Et du coup, qu'est-ce que tu as gardé un peu de ton passé, en contrôle de gestion, en finance, qui te sert aujourd'hui au quotidien en RH? Alors, je dirais, dans un premier temps, la rigueur. Avec les chiffres, il faut vraiment être minutieux. Faut éviter les erreurs et donc faut vraiment faire bien attention. Après, on en fait comme tout le monde, mais c'est mieux si on évite. Donc vraiment, la rigueur, c'est très important et aussi la capacité d'analyse parce que quand on a un résultat, faut pas seulement se concentrer sur, justement le chiffre en lui-même, faut vérifier sa justesse et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Par exemple, quand je dois contacter, un service administratif, j'appelle toujours 2 fois pour avoir 2 fois la OK. même version de ce qu'on doit faire et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé vraiment de toujours remettre en question ce qu'on me dit pour vérifier si tout est bon. OK. Donc aujourd'hui, tu bosses, depuis maintenant plusieurs années donc avec les fondateurs, Oui. directement. Hem, c'est quoi la règle du jeu un peu implicite que vous êtes fixée entre vous pour que tout ça, ça fonctionne? Quelle confiance ils t'accordent? Comment est-ce que, ils s'impliquent aujourd'hui sur la partie fonction RH ou est-ce qu'ils te laissent totalement, je dirais libre de tes choix, de tes décisions? Et justement de se dire ça, c'est vraiment basé depuis le départ sur la confiance. À chaque fois, je propose des sujets et on en discute et du coup, ouais, enfin, pour le coup, je suis en totale, responsabilité de la fonction RH. Aujourd'hui, maintenant, on est 3. Il y a aussi, Marie qui est en talent and development, donc recrutement et gestion des compétences et Elsa qui est en office et people ops, donc pour toute la partie, bureau, événements et admin et vraiment, on a une enfin, en fait, la confiance qu'ils nous accordent est très stimulante parce que ça donne envie vraiment de faire du mieux possible parce que je sais qu'il y a pas de micromanagement. On me fait vraiment, enfin, une confiance totale, donc je fais le maximum possible, pour la conserver. OK et là donc ouais, donc tu manages 2 personnes maintenant? Oui. Donc ouais, donc ça a été une évolution, top rapide, comme le permettent d'ailleurs les startups assez souvent. Si on tient le rythme et toi en termes de conviction, et de valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, tu vois, que tu veux pas, sur lequel tu veux pas déroger? Voilà, qu'est-ce où vraiment tu as des convictions RH fortes et tu te dis: «Là-dessus, moi je négocie pas, quoi». Dans un premier temps, ça va être le bien-être de l'équipe. Enfin, pour moi, c'est vraiment très important et c'est vraiment, ce qu'on a à cœur parce qu'on pense qu'on peut concilier la croissance de l'entreprise. On est très ambitieux avec le bien-être de l'équipe et donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel, on fait très attention. On s'assure que tout va du mieux possible pour l'équipe. Après, on ne peut pas répondre à tous les demandes, hein, c'est aussi ça le principe d'une entreprise. Mais, depuis que je suis arrivée, je vois vraiment l'évolution de tout ce qu'on a pu mettre en place et nous, tu vois, on fait, donc on suit l'INPS et tu vois, en 2025, il était de 83 qui est OK. assez élevé. Enfin, ça sent Mmh. que voilà, les personnes se sentent bien et on fait aussi un questionnaire QVT annuel
pour s'assurer que tout va bien pour tout le monde. Selon les retours aussi, on s'adapte et on ajuste parce que nous, on est vraiment dans une recherche d'amélioration continue. On prend vraiment toujours les retours de tout le monde. Et encore une fois, ceux auxquels on peut répondre, c'est avec grand plaisir. Et ceux auxquels on ne peut pas, on explique pourquoi. Mm. Et après, enfin vraiment, moi, ce qui m'anime depuis toujours aussi, c'est l'injustice. Je supporte pas l'injustice. Donc, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on met en place, on s'assure que ce soit le plus juste possible pour l'ensemble de l'équipe. Alors, j'ai envie de revenir sur la partie NPS. Quand tu dis 83, déjà, tu peux expliquer un petit peu le calcul, comment vous arrivez à un 83, comment fonctionne un NPS pour quelqu'un qui ne connaît pas le Oui, sujet et qui voudrait le mettre en place? bien sûr. L'INPS, c'est l'Employee Net Score Promoter. En gros, on pose une question à toute l'équipe. Sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que vous recommanderiez à votre entourage, que ce soit professionnel ou personnel, l'entreprise dans laquelle vous travaillez? Et du coup, les réponses de 9 à 10 représentent les ambassadeurs de l'entreprise. Les Ok, réponses entre 7 et 8 sont neutres. Et les réponses de 0 à 6 sont les détracteurs, les personnes qui vont faire baisser en fait la note, parce que la note, c'est la moyenne des 9 et 10, ou à laquelle on soustrait la moyenne entre 0 et 6. d'accord. Et c'est ça qui t'arrive effectivement à 83. Donc Donc, déjà, d'avoir un INPS positif, c'est déjà très bien. On dit qu'entre 0 et 30, c'est bien, et au-dessus de 30, enfin au-dessus de 50, c'est excellent. Et donc du coup, nous, on a une majorité des personnes de l'équipe qui nous notent entre 9 et 10. Et c'est assez exceptionnel parce que pour avoir parlé avec des pairs RH, c'est assez ouais. rare de noter de donner une note aussi haute à son entreprise. Et ça, enfin, pour nous, c'est vraiment quelque chose où on fait attention, hein, que ce chiffre se maintienne et on y travaille parce que pour nous, c'est un indicateur exceptionnel de tout ce qu'on met en place pour l'équipe, de savoir que ça leur permet d'avoir les ressources de travailler dans les meilleures conditions possibles. Ok. C'est anonymisé Oui, ou pas du oui, oui, tout? tout Ouais, à fait. donc il y a personne qui va jouer à bon, je vais essayer de me faire bien voir de Meryl, donc je vais mettre une bonne note. Non, Ah non, non, pour le coup, ça marche pas. maintenant, au départ, nos questionnaires QVT étaient pas anonymes parce qu'on était plus petits, donc on ne s'était pas rendu compte de l'importance de l'anonymat. Mais maintenant qu'on grossit, même notre questionnaire QVT est anonyme. Et là, l'INPS, depuis le départ, c'est anonyme. Ouais, ok. Donc il amène effectivement de la vraie valeur. Et on, le, Euh, et on le calcule trimestriellement. Et là, sur 2025, j'ai fait la moyenne de l'année. ok, ouais. Le 83, c'est une moyenne lissée sur les 4 Exactement. trimestres. Voilà. Ok. Donc déjà bravo. Merci beaucoup. J'ai envie de venir. Non, mais clairement, parce que déjà, je pense que tout le monde ne mesure pas ce INPS. Au-delà d'avoir une note excellente, déjà, faire l'effort de le mesurer, je pense que ça, c'est bien. Tu utilises un outil ou c'est quelque chose, un outil maison? Comment vous faites On prend un pour le... Google Form pour le moment. Ah, Google Form, ouais. Donc, donc c'est même pas en fait, c'est pas un sujet d'investissement financier. Non. C'est un sujet plutôt d'avoir envie de le mesurer, d'assumer, d'avoir soit une note excellente ou soit peut-être une note qui n'est moins excellente et Oui. de se dire, ben, peut-être que je bosse des trucs et que j'améliore un certain nombre de sujets, Et quoi. dans le questionnaire, on permet de laisser une place si quelqu'un a un commentaire à faire, justement. Si quelqu'un veut Ok. appuyer sa note et son retour, qu'on puisse savoir, pour ceux qui le souhaitent, qu'ils aient l'opportunité de le faire. Ok. Et après, à toi de bosser les sujets, enfin, de prendre en considération les remarques et de creuser, quoi, en tout cas. Ok. Exactement. Excellent. J'ai envie de revenir sur un sujet. Vous avez levé, enfin, ton entreprise a levé 45 millions d'euros en 2022, donc qui est une somme Exactement. extrêmement importante. Oui, On a vu beaucoup d'entreprises qui ont levé des sommes importantes comme vous, voire des fois même moins importantes que vous, ensuite se lancer dans des recrutements massifs. Et malheureusement, pour certaines entreprises, l'avoir un peu payé par des plans sociaux quelques années après. Le monde des startups n'est pas toujours aussi rose qu'on peut l'imaginer. Vous avez évité ce sujet-là. Vous n'êtes pas dit, OK, on a de l'argent, donc maintenant on embauche à tout va. Comment vous avez fait? Comment vous avez évité ce classique de on va recruter beaucoup pour peut-être se rassurer, pour entre guillemets aller plus vite? ça, c'est vraiment la vision des fondateurs depuis le départ et à Mmh. laquelle j'ai adhéré. Hem, En gros, nous, depuis tout le temps, on met plutôt du temps à recruter. On attend vraiment que le besoin se fasse sentir durablement pour être sûr, justement, d'avoir bien identifié ce besoin. Si c'est un besoin durable, on sait que on va pouvoir proposer un poste, avec des missions concrètes à une personne, avec des perspectives concrètes
Et une fois que la personne va arriver, elle va retrouver ce qu'on lui a présenté pendant tout le process de recrutement. Nous, c'est très important qu'on ne survende pas quoi que ce soit, qu'on soit très clair et très juste dans ce qu'on a à proposer et à offrir aux candidats. Et du coup, depuis toujours, on recrute au fur et à mesure. 2022, on a quand même recruté un peu plus que, ce qu'on fait d'habitude. On a eu une vingtaine de recrutements, mais sinon on est à 10-15 recrutements par an, ce qui fait que pour nous, ça a énormément d'avantages. On a la possibilité de prendre plus de temps sur tous les sujets qui impliquent le recrutement et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. OK. Ah bah, justement, si tu nous parlais un peu de votre process de recrutement et selon toi, les spécificités de celui-ci. Qu'est-ce qui vous rend, peut-être différenciant en termes d'expérience candidat auprès des candidats qui peuvent avoir le choix, en tout cas certains ou certaines avoir le choix, versus leur expérience, leur profil? En fait, qu'est-ce que chaque étape veut tester et pourquoi? Parce que j'ai compris tes fondateurs sont toujours dans l'étape finale, Oui, tout aujourd'hui, à fait. malgré le 67 qui Oui. commence à être un petit peu conséquent. Pourquoi ce choix? Bah, nous, on a un process de recrutement assez classique en soi, hein. Enfin, c'est premier Mmh. call, enfin le screening, donc c'est Marie qui s'en occupe. Après, elle voit avec les hiring managers, les profils qu'il y a pour être sûr qu'on va dans la bonne direction. Le premier screening est fait avec les managers qui sont impliqués dans le recrutement et ensuite, après Marie fait les premiers calls, là où, c'est vraiment, cette étape, c'est vraiment pour sentir est-ce que la personne, va vraiment se sentir bien chez nous en termes, de soft skills. Nous, enfin, vraiment ce qu'on priorise, dans nos recrutements, c'est les soft skills. Une personne qui sera hyper compétente, s'il y a pas la volonté s'inscrire dans la cohésion d'équipe, de travailler collectivement, d'être bienveillant. Nous, c'est quelque chose, enfin, vraiment, la bienveillance, j'insiste, c'est un terme qui a beaucoup été galvaudé et utilisé à tout va, mais nous, on y croit sincèrement, ça fait partie de nos 4 valeurs et c'est ce qu'on retrouve aussi tout au long de notre process. Vraiment, notre process, il est fait pour voir si on se projette à travailler ensemble. Il n'est pas là pour piéger les candidats ou c'est vraiment un moment où on se sent bien pour partager enfin, pour les candidats, leurs aspirations. Wiglot, qu'est-ce qu'on a à proposer et est-ce que ça match? Du coup, après le premier call, généralement, on fait un test, un cas pratique, test technique, où là, bah, c'est plutôt bah, voilà, l'aspect technique qui sera testé. Et après, il y a l'étape débrief avec les managers et une personne de l'équipe que la personne rejoindrait potentiellement. Et enfin, il y a le dernière étape avec les fondateurs, où là, c'est vraiment une étape complémentaire à toutes les autres, où les fondateurs tentent de voir est-ce que la personne va bien s'inscrire dans la culture de Wiglot et est-ce que ça va correspondre à ce que la personne souhaite pour elle. D'accord. Toi, tu interviens pas du tout, du coup? Non, non, non. Non, OK. justement, nous, comme on n'est pas nombreux, on fait confiance et donc pour le recrutement, c'est, Marie qui est en charge et qui pilote, comme un bon chef de enfin, un très très grand chef d'orchestre, tout le processus. OK, ah, c'est intéressant de voir que toi, tu mets pas ton tampon à un moment ou à un autre dans le process. Beh, ouais, il y en Ouais, a pas besoin jusqu'à présent parce que vraiment que ce soit au niveau, de l'équipe enfin de Marie, des fondateurs, des hiring managers, enfin tout le monde représente, très bien Weglot et après enfin à chaque fois qu'il y a un onboarding et qu'il y a quelqu'un qui arrive chez nous, je pose souvent cette question et après bon la enfin voilà, la personne répond comme elle le sent. Mais moi personnellement, je sais que quand j'ai passé mes entretiens chez Weglot, vraiment la bienveillance qu'il y avait pendant les entretiens, ça m'a donné envie d'arrêter tous les process autour et j'étais: «Ah c'est cette entreprise que je veux rejoindre», vraiment. Enfin je trouve que quand les gens nous rencontrent, ils ont envie de passer à la prochaine étape. Ils ont envie après de se dire: «Waouh, enfin, cette entreprise, elle peut être bien pour moi» et c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps quand les gens arrivent. Je leur dis: «Alors, comment tu l'as vécu ton process, de recrutement?» et tout le monde dit: «Bah, j'ai eu envie de vous rejoindre». OK. Et tu as dit plusieurs choses que je trouve intéressantes. Tu as parlé d'un sujet où, je dirais un collègue, ou une collègue du futur, recruté ou la future recrutée participe à un moment à un échange. Oui. Pourquoi vous avez, mis en place ce sujet d'associer un non manager, à une décision, d'un recrutement? Parce qu'on trouve ça très important que, les personnes de l'équipe soient impliquées dans le recrutement. Alors nous, tu vois, pour pas s'éparpiller, on va pas faire rencontrer des personnes d'autres équipes dans le D'accord? process. Il y a pas de, culture, fit, enfin, nous, ça, on le fait pas du tout.
Juste, on met une personne, de l'équipe concernée. Donc parfois, enfin, c'est un mid manager, parfois c'est, une personne qui est contributeur individuel. Mais du coup, enfin, on trouve ça important et pour les personnes en interne de se projeter avec les personnes qui arriveraient et à l'inverse, pour les personnes qui arrivent, de pouvoir savoir avec qui on va travailler au quotidien. Et tu les as formés, ces personnes-là? Parce que, tu vois, pour éviter peut-être l'effet, je fais un entretien, puis tu sais, qui est pas structuré, ou je vais juste sur un peu du feeling. Comment est-ce que tu t'assures que ces personnes, dont le métier n'est pas de recruter au quotidien, mais de temps en temps, d'avoir effectivement les bons réflexes, la bonne analyse pour prendre effectivement la bonne décision? Ça, c'est Marie à chaque fois, avant tous les process de recrutement qui, demande s'il y a besoin ou, qui propose des points justement pour préparer les entretiens, D'accord. Donc ça, c'est possible? Ça nécessite un minimum de calage et bien évidemment. d'explication? Ouais, OK. C'est pas juste, un entretien juste pour le fun, quoi. Et même nos entretiens sont structurés, hein. Enfin, avant Ouais. tous les entretiens, même toutes les étapes, on demande de préparer donc des questions pour savoir qu'est-ce qui sera, relevé sur chaque question et ça permet de bien aussi préparer les personnes qui vont participer, aux entretiens. OK, très clair. Et tu parlais d'un case study, enfin, en tout cas, d'une partie un petit peu plus technique. Comment est-ce que vous évitez parce que ça existe, hein, dans certaines entreprises, que ce case study devienne un peu, du travail gratuit, ou un truc tellement lourd que ça peut dégoûter des candidats? Comment est-ce que vous le générez, et pour t'assurer que c'est utile pour évaluer, et en même temps pas trop lourd dans le process candidat, dans le parcours candidat? À chaque fois, en fait, on demande au manager quand il prépare les case studies de le timer. D'accord. Que ce soit pas trop long et généralement on demande c'est toujours dans nos consignes aux candidats, on met le temps estimé pour et on demande aux candidats de le respecter justement pour, qu'on puisse le valider et généralement, ça dépasse pas 2 3 heures. On fait vraiment attention, ce qui est déjà du temps bien sûr, hein, heu, mais on s'assure que ce soit jamais plus long que 3 heures maximum pour, pas prendre trop de temps aux candidats justement. Ça, c'est très important pour nous et après on essaie vraiment de mettre des cas concrets de ce qu'on a déjà eu pour justement que, ce soit pas, des choses qu'on pourrait avoir et qu'on demande, «Alors, donnez-nous plein d'idées». Ouais, OK, ouais, non, je vois bien le truc. Et vous faites ça sur tout métier, ou c'est juste sur les métiers techniques? Tous les Ou métiers. est-ce que c'est tous les métiers, quel que soit le job que je vais demain potentiellement exercer chez vous, je vais avoir un case study, en fait? Exactement. Bah, oui, là, par exemple, pour, Elsa qui nous a rejoint en mars, sur la partie Office et People Ops, j'avais préparé un case study et du coup, c'était un peu des mises en situation. Par exemple, là, on a tel outil, on change d'outil, par quoi tu commencerais? Le séminaire, on a tel budget, toi, comment tu l'organiserais? Enfin, voilà, des petits points comme ça où tous les personnes qui nous rejoignent ont une partie, cas pratique. OK. C'est quoi la durée d'un process de recrutement? C'est quoi? C'est d'une semaine, c'est du 2 3 semaines, ou c'est du 6 8 semaines? Vu que vous avez un volume en même temps qui est faible, que vous êtes, très exigeant sur, les personnes qui vous rejoignent, est-ce que vous prenez ce temps-là, ou est-ce que vous vous donnez quand même un minimum de contraintes temporelles pour pas faire durer le plaisir, auprès des candidats? Non, on s'engage à répondre très rapidement. Après, parfois, ce qui peut durer un peu plus, c'est si tous les candidats ne sont pas à la même étape à la fin Oui, pour, oui, présenter, les candidats aux fondateurs. Généralement, on essaie de ne pas en présenter plus de 2 aux fondateurs. d'accord. Du coup, on essaye quand même que les personnes soient au même moment, sur les dernières étapes. Donc c'est ça qui parfois peut OK. faire durer un tout petit peu plus, mais sinon en 2 3 semaines, en fonction aussi de la réactivité des candidats, ça nous, on est très réactifs de notre côté. Ouais. Et alors, du coup, quand vous avez 2 candidats, ou quand les fondateurs ont 2 candidats en entretien final, à ton avis, ils tranchent sur quoi, eux? Ils vont trancher sur les valeurs, sur le potentiel, sur, la complémentarité dans l'équipe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est quoi leur réflexe, toi qui les connais bien? Bah, ouais, enfin, c'est vraiment en fait, les questions qui vont se poser, c'est: «Est-ce que la personne en face d'eux peut enrichir l'équipe? Qu'est-ce qu'elle va apporter à l'équipe?» Et après, de la même manière, est-ce que Weglot, va lui proposer un environnement qui va lui convenir pour que cette personne ait le plus d'impact? OK. Et ça, c'est vraiment, et après bien sûr, ils vont reparler du poste, un petit peu des missions, s'assurer que tout est bien clair aussi, enfin, ça, mais eux, c'est vraiment, le côté de se projeter est-ce qu'on se projette à travailler avec cette personne? OK.
Alors, on va se mettre dans l'hypothèse et avancer un peu dans le parcours candidat et parcours collab. Je suis recruté et quand on avait échangé un petit peu tous les deux, on avait échangé au Festival RH Oui, tout à fait. il y a quelques semaines. Tu m'avais parlé aussi d'une période d'essai qui était cadrée, d'un rapport d'étonnement, etc. Qu'est-ce que tu as voulu mettre en place là-dessus et, et alors, autant j'ai envie de dire le rapport d'étonnement, je le vois de plus en plus dans beaucoup d'organisations. Alors peut-être que vous avez des spécificités que je connais pas ou que j'ai pas encore ciblées et n'hésite pas à m'en parler. Mais surtout sur la période d'essai, je vois encore beaucoup d'organisations où c'est pas forcément très cadré. Et puis 3 jours avant la fin, on se dit waouh, qu'est-ce que je fais? Je le garde pas, je prolonge pas. Et, en tout cas, c'est pas assez piloté. Donc qu'est-ce que vous avez voulu mettre en place et pourquoi? Et nous, même déjà avant ça, en fait, comme on n'a pas, je te parlais des avantages de ne pas avoir beaucoup de recrutement en même temps, nous aussi, on met le paquet sur l'onboarding. Avant même que Ok. la personne arrive, tout est prévu. On fait vraiment un gros travail en amont pour que quand la personne arrive, elle se sent attendue et qu'elle sente qu'elle ait les meilleures conditions pour s'intégrer dans l'équipe. Donc du coup, enfin, on envoie toujours un message une semaine avant l'arrivée de la personne pour lui montrer Mm. comment ces 2 premières semaines sont organisées. En fait, on prévoit déjà les agendas sur les 2 premières semaines parce qu'on estime que quand on arrive, on ne sait pas trop parfois par où commencer. Donc nous, on prépare tout. Comme ça, la personne a juste à se laisser porter et à faire, voilà, enfin, à prendre ses marques. Ça, pour nous, déjà, c'est très important. Ensuite, c'est ce qui s'inscrit dans tout ce qu'on prépare, justement, c'est le suivi de la période d'essai. Euh, L'idée, c'est, enfin, on voit beaucoup parfois le fait de systématiquement renouveler les périodes d'essai. Nous, Ok. on trouve que le message qu'on envoie quand on fait ça, c'est particulier parce que ça veut dire que quoi que tu fasses sur ta première partie de période d'essai, de toute façon, ce sera renouvelé. Pour Ok. éviter d'envoyer ce message, nous, du coup, on s'est concentré de comment on fait pour accompagner cette période. Et donc, on l'a découpé en plusieurs périodes de 1 mois, 2 mois et 3 mois et demi. Parce que nous, on est chez Syntec, donc c'est 4 mois de période d'essai, renouvelable Ouais. 4 mois. Et du coup, ça, c'est édité avant que la personne arrive. Donc comme ça, dès que la personne arrive dans l'entreprise, on lui présente ce document pour lui dire, écoute, voilà sur la première période d'essai, qu'est-ce qui est attendu d'une personne qui aurait ce poste. Et comme ça, Ok. pareil, ça donne encore des indications sur ce qui est attendu et il n'y a pas de surprise à la fin. Nous, comme tu parlais, enfin, la transparence, c'est très important pour nous. Donc, Mm. on veut que les personnes se disent, OK, j'arrive et tout est déjà prévu et du coup, je sais à quoi m'en tenir. Et après, à voir aussi si à la personne, ça lui convient ou pas, parce que la période d'essai, ça va dans les deux sens. Un candidat pourrait ne pas se sentir bien. Jusqu'à présent, ça fait très longtemps. Je crois qu'on a juste une fois une période d'essai rompue à l'initiative d'un candidat, mais sinon, enfin, ça n'est jamais arrivé chez nous. Et du coup, donc, à chaque fin de ces périodes, donc à 1 mois, on fait un point avec la personne, à 2 mois, on fait un point, et à 3 mois et demi aussi pour valider ou non la période d'essai. D'accord. Ouais, vous prolongez la période d'essai, vous arrêtez à 4 mois. Ça vous arrive de Euh, prolonger? Ça vous est arrivé ou pas? mais là, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu une période d'essai qui a été prolongée. Je pense que de donner autant de visibilité, on sait Ouais. assez rapidement si ça va fonctionner ou pas. Oui. Moi, perso, tu vois, je suis pas un grand fan des prolongations de période d'essai parce que je me dis qu'en général, au bout de 3 4 mois, si on se pose la question de prolonger, c'est qu'il y a déjà un loup quelque part et que est-ce que c'est vraiment utile en fait? Je suis totalement alignée avec toi. Voilà, voilà. Donc, je pense que ça c'est quelque chose qui est important. Du coup, tu parlais de transparence en recrutement, transparence pendant la période d'essai. Hem, Qu'est-ce que vous dites? Tu vois, est-ce que tu auras des exemples de choses que vous dites aux candidats, même si a priori c'est pas super vendeur? Tu vois? Où on pourrait se dire: «Bah, tiens, on est tellement transparent, mais on peut-être que vous avez peut-être des sujets encore à améliorer», comme tout le monde, hein, il y a pas de boîte, parfaite de toute façon. Mais est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous dites: «Bah, on en parle», et puis, plutôt que de cacher les choses nous-mêmes en tant qu'employeurs. Beh, justement, notre politique de recrutement, c'est un vrai sujet. Donc ça, on en parle dès le départ de quelqu'un qui va nous rejoindre. On est très transparent sur les perspectives du poste. Donc OK? donc déjà, s'il s'agit d'une personne qui va construire, le pôle ou pas, si ça va être la première personne sur un pôle, on dit qu'on a une politique de recrutement au fur et à mesure et pas en masse. Donc si c'est une personne qui est avide de monter une équipe vite, qu'il soit, je sais pas, une dizaine en 1 an, ce sera pas nous. Ce sera pas la bonne entreprise pour. Enfin, et de même, quand on recrute des managers, nous, c'est très important pour nous de montrer l'exemple. Donc tous nos managers, au départ, enfin, prennent l'activité from scratch, on va dire, enfin, du début, et sont très opérationnels. Enfin,
c'est très important, voilà, après que les personnes connaissent toutes les activités de leur équipe, sachent déléguer et sachent montrer l'exemple. Donc ça, pareil, au départ, les managers ont tous une partie d'opérationnel et ça, est-ce que ça plaît ou pas? Pareil, à voir pour les candidats. Et enfin, un point qui est très important pour nous, on valorise pas les forts égaux chez nous. Si les gens qui ont un ego surdimensionné, pareil, Wiglot, ce sera pas la bonne entreprise parce que nous, on valorise vraiment les réussites collectives. Donc si, une personne va être animée, par l'effort individuel, voilà, Wiglot, c'est pas la bonne entreprise pour ces personnes-là. Ok, et là, la porte est ouverte. En tout cas, c'est pas un sujet. Rapport d'étonnement. Tu vois, je te disais tout à l'heure que des rapports d'étonnement, moi qui vois pas mal d'entreprises par mes activités, je vois des boîtes qui font des rapports d'étonnement, mais qui derrière, j'ai le sentiment qu'elles les stockent et puis qu'elles ne font pas grand-chose. Donc, comment est-ce que tu évites un peu le grand classique du rapport d'étonnement? Ben, on collecte les retours, puis ensuite, plus personne ne lit rien, ou surtout ne prend pas compte de ce qui a été écrit dans les rapports d'étonnement. Je pense que je vais encore revenir sur ce point, mais parce que c'est important. Enfin, nous, des rapports d'étonnement, on n'en a pas beaucoup au final. Donc, on a Ok, vraiment vu qu'on recrute peu, enfin, on en a une dizaine dans oui, l'année, ce qui fait qu'on a vraiment le temps de prendre le temps de les regarder, d'analyser les retours, de les remonter. Par exemple, tu vois, enfin, nous, comme je te dis, on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue. Donc, pour avoir des retours, il faut aussi un environnement où les personnes se sentent à l'aise pour les faire. Et donc, ça, c'est ce qu'on essaye de créer. Justement, un environnement où les personnes se disent ma voix a un impact, ma voix compte. Ça, c'est ce qu'on ok. essaie de faire en amont pour que les personnes se sentent assez à l'aise pour nous partager ce qu'ils auraient par la tête. Et après, pendant l'onboarding, si un point, par exemple, n'a pas été clair ou une réunion mal prévue, enfin, pas forcément prévue à la meilleure manière ou que ça peut-être des journées plus chargées que d'autres, on attend vraiment qu'on nous fasse le retour. Comme ça, on le prend en compte à chaque fois pour la fois suivante. Hem, c'est vraiment enfin, c'est dès le départ, en fait, on veut vraiment que tout le monde se sente en confiance, pour nous faire des retours parce que, c'est grâce à eux qu'on estime aujourd'hui vraiment qu'on a un onboarding vraiment très soigné et réfléchi et ça s'est travaillé sur le temps et je pense qu'on pourra encore s'améliorer avec le temps. Tu aurais un ou des exemples d'éléments qui ont été remontés par des nouvelles recrues, du coup, dans des rapports d'étonnement ces derniers mois, dernières années, et que vous avez pris en considération et que vous avez fait évoluer, du coup, fait évoluer votre politique RH en interne. Là, principalement, c'était vraiment, sur la charge, parfois à vouloir bien faire, on met trop de rendez-vous, trop de meetings parce que, Ok, donc une personne qui arrive chez nous, elle va rencontrer tous les managers d'équipe. Tous les ok, managers d'équipe vont présenter leur activité et leur équipe, aux nouvelles personnes. Ensuite, après, il y a forcément l'onboarding tu rencontres aussi toutes les personnes de ta propre équipe, oui, tout ça. Plus après, nous, on a beaucoup de documentation interne, donc il y a pas mal de lectures aussi pour s'imprégner, de la culture et du fonctionnement de Wiglot. Donc c'est vrai qu'on fait vraiment attention à ce que ce soit fluide et qu'une personne qui arrive, se dise pas: «Waouh, ça fait beaucoup». ok, très très clair. Alors j'ai envie de revenir sur un sujet d'un article que tu avais publié sur le site de Wiglot. Je me rappelle, c'était c'est officiel, Wiglot adopte la semaine de 4 jours. Toi qui l'avais écrit bien, il a. Oui, Donc tout à fait, j'imagine que tu t'en souviens. tout à fait. Qui est un sujet important. J'ai plein de questions autour de tout ça. Déjà, pourquoi? Pourquoi se dire on passe en semaine de 4 jours et pas en semaine de 5 jours, classiquement, on va dire. Euh, et est-ce que, c'est la deuxième question, même si je fais jamais deux questions en une, mais est-ce que du coup, ça peut pas attirer des candidats qui se disent, waouh, c'est cool dans cette boîte, on vient pour 4 jours, Bien sûr. etc. Donc donc pourquoi vous avez décidé ça? Ouais. Pourquoi vous avez décidé ce sujet? Et aujourd'hui, quel conseil t'aurais un candidat qui viendrait peut-être pour ça, ou que pour ça? Même si vous allez le détecter, j'imagine, à un moment, mais voilà, mais éviter des candidatures uniquement basées sur ce sujet. Et quel héroïque, quel retour vous en faites? Parce que ça, c'est un sujet important, je trouve. Bien sûr. Ah ouais, on en est très bien conscient et c'est justement, notre process de recrutement qui doit, identifier tout ça. Donc déjà, pourquoi? Nous, ça vient des fondateurs. Les fondateurs, à un moment, ont vu passer, des entreprises en semaine de 4 jours, se sont demandé si c'est quelque chose qui pouvait s'adapter à Wiglot. Ça s'est vraiment inscrit dans la continuité de tout ce qu'on avait déjà mis en place pour améliorer l'équilibre vie pro, vie perso de l'équipe.
Pour moi, la semaine de 4 jours, c'est pas quelque chose auquel on réfléchit s'il n'y a pas déjà des bases solides au niveau du bien-être de l'équipe. Ok. Et donc, on est vraiment chanceux chez Wiglot parce que quand ça vient des fondateurs et qu'il n'y a pas à les convaincre, ça facilite beaucoup les choses. Et donc, du coup, on a fait. Enfin, moi, dès qu'ils m'en ont parlé, j'ai fait une veille de qui était en semaine de 4 jours et, et comment ça pouvait s'inscrire en France. Et du coup, on a réfléchi à quelle semaine de 4 jours pouvait s'adapter à notre activité parce qu'il n'y a pas une seule semaine de 4 jours. Oui. Ouais, ouais, il y a plein de modèles possibles. La Exactement. semaine voilà, la vraie semaine de 4 jours, la semaine de 39 heures en 4 jours. Il y a des semaines, moi je vois des entreprises, tu vois, qui font 5 jours, une semaine et puis 3 jours l'autre. Enfin, il y a plein de modèles. C'est ça. Et donc, du coup, nous, on a réfléchi et tu vois, alors, donc on est 67. À notre Mm. service, notre support technique, ils sont 21. C'est la plus grosse équipe chez Wiglot parce qu'on Ok. estime qu'on ne peut pas proposer un produit de qualité sans proposer un accompagnement de qualité. Et en fait, nous, comme notre service client, c'est incompressible, on ne pouvait pas fermer une journée. Mm. C'était impossible. Donc, tu vois, c'est là où on s'est dit, bon, bah, nous, il faudrait qu'on ait 2 jours off possibles. On a fait le mercredi et le vendredi. Et en fait, petit à petit, en réfléchissant à nous, notre fonctionnement, c'est comme ça qu'on a pensé la semaine de 4 jours qui correspondrait à Wiglot. Et c'est bien une semaine de 4 jours et pas en 4 jours. Et oui, forcément, on sait hein, que les personnes qui nous ont rejoints depuis qu'on l'a mis en place, c'est un argument qui n'est pas négligeable, mais pas en temps. Enfin, ça s'inscrit dans quelque chose de plus global. Les personnes qui voient la semaine de 4 jours ne s'arrêtent pas qu'à ça. C'est aussi un message qu'on envoie en disant on fait attention à l'équilibre vie pro, vie perso. Et donc, du coup, je pense que c'est ça qui attire aussi. C'est de savoir que tu vas rejoindre une entreprise qui travaille sur ces sujets et pour qui c'est important. Et vous avez une population qui est majoritairement, j'imagine, tertiaire, cadre. Tout à fait. Euh, euh, Est-ce que vous êtes certain que les gens ou vos collègues, du coup, tes collègues, font pas effectivement des semaines de 10, 12, des journées pardon, de 10, 12 heures pour compenser le fait d'être 4 jours par semaine? Comment est-ce que vous assurez que cet équilibre dont tu parles, vie privée, vie pro, Bien sûr. il est vraiment respecté les 4 jours de taf, quoi, tu vois? Ça, après, nous, on est tous cadres forfait jour, donc il n'y a pas la Ouais, notion d'horaire chez nous. C'est ça ok. qui est un peu différent. Donc, en gros, on convie les personnes à faire des horaires, enfin, avoir une charge de travail saine pour eux. Après, on n'est pas là à vérifier l'heure que chacun fait, puisque de toute façon, sur les 5 jours, on ne le faisait pas non plus. C'est le principe du forfait jour. Ouais, ok, d'accord. Ouais, donc en fait, Mais on est passé d'un forfait jour de 5 jours à un forfait jour sur 4 jours. exactement. Nous, c'est comme ça qu'elle se présente la semaine de 4 jours chez nous. Mais après, on fait un suivi justement tous les trimestres. Donc, on suit l'INPS, mais on suit aussi comment chacun se sent avec la semaine de 4 jours. On a un questionnaire dédié à la semaine de 4 jours, enfin, voilà, une fois tous les 3 mois. On demande comment ça va avec ce rythme de travail. Est-ce que tout le monde est encore satisfait? Est-ce que la charge de travail est OK? Et on demande aussi de 1 à 10, comment tu noterais ce rythme de travail? Et donc, du coup, on suit aussi le taux de satisfaction de la semaine de 4 jours pour s'assurer que ça va toujours bien avec l'activité de Wiglot et de pouvoir mener ses missions à bien. Ok. Alors moi, j'ai envie de parler de toi, du coup, parce que tu vois, t'es quand même, t'as le rôle RH le plus important de l'entreprise. Et comment tu vois, toi, ta fonction RH évoluer avec cette nouvelle organisation du travail de semaine de 4 jours? Comment est-ce que tu arrives à tout concilier, à faire en sorte que tous tes projets, tes dossiers soient menés? C'est aussi, enfin, ce que j'aime beaucoup avec la mise en place de la semaine de 4 jours, c'est que c'est un accélérateur pour repenser son organisation. Il faut l'optimiser. Sur 4 jours, on doit vraiment améliorer notre organisation pour que ça rentre sur ces 4 jours. Et je trouve que ça nous a boosté à réfléchir de comment on pouvait éliminer ce qui était finalement peut-être pas aussi utile que ce qu'on croyait. Donc, tu vois, par exemple, il y a des réunions maintenant, on met vraiment à chaque fois l'ordre du jour et on s'assure que toutes les personnes qui participent à ces réunions ont leur utilité et que c'est utile aussi pour elles. Il y a des réunions collectives qu'on a supprimées et qu'on a adaptées. Enfin, là, on cherche tout ce qu'on peut automatiser. On recherche aussi plus l'automatisation. L'IA aide beaucoup, forcément,
dans cette recherche de l'automatisation. Tu vois, par exemple, je vois au service, au support technique à notre service client, ils ont utilisé l'IA pour résumer les cas qui ont déjà été traités par un autre collègue. Parce que tu vois, quand tu es sur un jour off, tu vas reprendre des demandes qui ont déjà, où il y a déjà eu des réponses. Et pour pas avoir à tout relire, il y a ce qu'on appelle en interne le summarizer. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas du tout été fait avant. Et je trouve que du coup, la semaine de 4 jours, ça amène à se poser toutes ces questions de comment on peut s'améliorer sur notre organisation. Ok. Est-ce que tu as le sentiment de voir des effets négatifs de la semaine de 4 jours? Ou est-ce que tu te dis, c'est, ben, dans la mesure du possible, si vous pouvez, voilà, les RH qui nous écoutent, essayez de la mettre en place? Dans ce qui après ça amène forcément d'autres choses à gérer. Par Ouais. exemple, ça demande beaucoup plus d'anticipation parce que dans mon équipe, j'ai pas le même jour off que tout le monde pose. En fait, on est répartis sur les 2 jours pour qu'il y ait toujours quelqu'un, toujours, de la connaissance et de chaque, équipe disponible. Ok. Donc ce qui fait que moi, parfois, je vais avoir que 3 jours en commun avec, d'autres personnes. Donc je dois anticiper plus les réunions, plus, la disponibilité parce qu'il faut aussi s'assurer que sur ces journées, il y ait pas ce soit pas que des réunions non plus pour que la charge reste, correcte pour tout le monde. Donc du coup, tu vois, c'est ces choses-là que ça a apporté et après, vraiment, je trouve que par rapport à tout ce que ça apporte la semaine de 4 jours, ces petites choses qu'on pourrait appeler des inconvénients sont marginales. Tu penses à quoi, par exemple? En inc Les en petits avanta en bénéfice ou en inconvénient? les petits inconvénients et les gros bénéfices que tu vois? Oh, les gros bénéfices, c'est une flexibilité, incroyable. Enfin, moi, personnellement, je cours plus sur mon temps de travail pour gérer mes sujets perso. J'ai du temps dédié pour, donc du coup, sur mon temps pro, je suis complètement, Focus. ouais, Mmh. c'est ça. Je suis vraiment dédiée qu'à ça. J'ai pas besoin de penser au reste. Donc ça, je trouve que c'est vraiment ce que ça améliore parce que pour moi, c'est plus honnête de fonctionner comme ça. Il y a des moments où, du coup, tout le monde doit courir pour, être sûr que ça prend moins de temps possible. On a tous des démarches administratives, on a tous des rendez-vous médicaux, autant avoir du temps dédié pour. OK. Ouais. Heu et après aussi de s'intéresser à d'autres choses, tu vois? De se dire que, on a du temps pour, autre chose que le travail. Ça, je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir explorer d'autres sujets. Bon, il y en a, qui en profitent pour faire du freelance et pour, Ouais. aussi encore travailler. Mais du coup, ça leur permet de voir d'autres aspects qui pourront en plus être, bénéfiques pour Weglot, in fine. OK. Ah, c'est intéressant ça. Vous autorisez, des personnes à avoir une activité free, à Oui, côté si tout elles le à fait. souhaitent? OK, d'accord. OK, ça c'est top. Du coup, mais vous avez aussi une politique, de télétravail ou pas? Assez Parce que avantageuse, oui. Oui, oui, ouais, ouais, parce que du coup, tu vois, tu disais voilà, bah, si toi tu es absente le mercredi, ton collègue le vendredi, vous avez que 3 jours en commun dans la semaine. c'est Et ça. si en plus vous avez 2 jours de télétravail, dans la vraie vie en physique, vous allez vous voir une journée dans la semaine en fait. Et même Donc pas, parfois, on n'a pas les mêmes jours de bureau, donc on peut ne pas se voir de la semaine. C'est OK, possible, mais après, nous, on s'assure d'avoir régulièrement des moments de partage d'équipe ouais, pour maintenir cette cohésion et maintenir ce lien. Et après, chaque équipe entre elles aussi organise des événements pour, assurer la cohésion de l'équipe et donc du coup, on n'a pas de problème à ce niveau-là. OK. Toi en tant qu'RH, du coup, dans tes convictions, tu vis ça aussi ou tu préfères être physiquement le plus possible, être au bureau, dans tes 4 jours de travail hebdo? Je fais moitié-moitié, vraiment, et ça, je trouve ça tellement enrichissant et c'est pour ça que là, quand je vois toutes les entreprises qui reculent sur le télétravail, je trouve ça tellement dommage. Enfin, personnellement, c'est un contresens pour moi parce que je vois ce que ça m'apporte. Enfin, quand on est au bureau, c'est génial, on crée du lien, on voit ses collègues et c'est hyper enrichissant. Mais moi, le temps de concentration, il est un peu plus altéré. Enfin, on est dans le même open space, on est facile d'accès physiquement, donc on va se poser les questions directement, ce qui fait qu'on peut être souvent interrompu dans ce qu'on fait. Et moi, le télétravail, c'est ça me permet de rattraper tous ces moments où j'ai beaucoup plus de concentration, moins d'interruptions. Et je trouve ça vraiment complémentaire avec la vie au bureau. Ouais, je partage, assez clairement ton point de vue. Vous embauchez pas non plus en full remote, du coup? Non. Enfin, on a une partie de l'équipe, toute l'équipe qui ne vit pas en Île-de-France ont pas le même rythme que ceux qui sont à Paris. On leur demande de venir 4 jours au bureau par mois, mais on n'a OK, pas de full remote. Nous, vraiment, la vie au bureau est très importante
Oui, Donc, ok. ça peut paraître dérisoire quand on dit qu'il y en a qui sont là que 4 jours, entre guillemets, au bureau. Mais ces 4 jours, pour nous, ça crée du lien, ça fait qu'on se connaît. Bon, aujourd'hui, on arrive à une taille où tout le monde se connaît plus forcément les prénoms de tout le monde. Ça y est, on y arrive. Mais on sait quand même, enfin, qui est dans quelle équipe enfin, qui contacter s'il y a besoin d'une question sur un sujet donné. Donc du coup, non, nous, il y aura jamais, c'est vraiment pas dans notre culture d'être en full remote. Du coup, voilà, on perd aussi des candidats par rapport à ça, parce Ok. que du coup, Ok. il y a des personnes qui ne veulent pas habiter en région parisienne et qui ne veulent pas faire d'aller-retour, ce qu'on comprend. On a aussi mis une durée maximale de trajet, parce qu'après, quand on est trop loin, de venir Hmm. 4 jours au bureau, c'est trop fatigant et ça n'a plus de sens non plus. Oui. Mais oui, la vie au bureau, même si elle est pas majoritaire, enfin, pour nous que ce soit 50-50, c'est très important. Oui. Ok. Vous avez quand même une souplesse très forte, mais aussi des règles, un minimum de règles qui ont été fixées dans l'organisation, en tout cas. Ça, c'est clé. Du coup, tu as l'air effectivement hyper épanoui dans ton job chez Wiglot. Toi, comment tu te vois évoluer dans le futur? C'est intéressant que tu n'aies pas RH de formation, tu as découvert cette fonction, tu as évolué dans cette fonction, tu as une entreprise qui t'a fait confiance aussi, et puis il y a de la réciprocité forcément, hein, pour que ça fonctionne. Comment tu te vois évoluer dans cette fonction RH? Qu'est-ce qui te plaît dans cette fonction RH? Ou peut-être qu'est-ce que tu as encore envie de faire bouger dans cette fonction? Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est d'apprendre tout le temps. Enfin, ça bouge tellement vite, il y a tellement d'innovation dans nos métiers, et puis le cadre légal évolue aussi. Donc, on est en permanence en apprentissage, on est en permanence stimulé. Et c'est vraiment ce pourquoi je me projette dans ce métier, parce que enfin, je m'ennuie jamais, vraiment. Enfin, Ok. il n'y a pas d'ennui. Euh, et du coup, enfin, là, je pense qu'on a déjà mis beaucoup de choses en place chez Wiglot, donc on se dit comment on peut faire encore mieux et tout, mais c'est qu'on est vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe, on se remet toujours en question. Et du coup, ouais, je me projette vraiment encore dans cette dynamique où je sais que j'ai les ressources, parce que tu vois, par exemple, je te le disais, on est 3 RH pour 67 personnes, c'est pas courant. Non, c'est plutôt bien staffé, effectivement. Et donc, en fait, les fondateurs nous donnent la possibilité d'avoir les ressources de faire le mieux possible pour toute l'équipe. Et donc, en fait, quand on est dans une entreprise où voilà, il y a la confiance plus les ressources, pour moi, c'est le jackpot. Enfin, c'est vraiment tout ce que je souhaite à tous mes pairs RH de pouvoir évoluer dans ces conditions-là. Ouais, c'est très chouette parce que tu vois, moi, je milite fort pour que les entreprises investissent sur la fonction RH, en formation, en qualité, bien sûr en effectif, mais aussi quelque part en pouvoir de décision en interne. Oui, c'est rare que tu aies trois RH, salariés RH pour un petit peu moins de 70 personnes. Tu vois, moi, je vois des boîtes, des fois à 50-60, il y a un RH, mais qui est là pour la paye, l'administration du personnel, et puis c'est tout, quoi. Et là, on s'étonne qu'il y ait beaucoup de turnover ou qu'il n'y ait pas un état d'esprit, en fait, qui se soit vraiment mis en place, une vraie culture, en tout cas. Et c'est pour ça que nous, justement, tu parles de turnover. Enfin, nous, on a un taux de rétention très élevé. Ouais. Après, c'est à nous de piloter que les gens restent pour les bonnes raisons. Oui. C'est très important et ça, c'est, les bons problèmes qu'on a à notre niveau. Enfin, voilà et nous, en fait, comment on s'en assure? Chez Weglot, tout le monde a du variable, une rémunération variable. C'est pas que OK. les sales, tous les postes, que ce soit tech, service client, marketing, on a tous une partie variable qui est RH versée. aussi? Ouais, nous aussi. OK, Et d'accord. moi, je l'ai eu dès que je suis arrivée, donc en tant qu'office manager, j'avais du variable. OK. Ça a été mis en place avant que j'arrive et pareil, j'ai beaucoup adhéré à ce système, parce qu'en gros, c'est versé trimestriellement. Donc, tous les trimestres, on a une roadmap qui est définie pour les 3 mois qui arrivent et à la fin, donc on fait, la review, ce qui permet en fait d'avoir des objectifs clairs et de les suivre vraiment régulièrement. Donc si quelqu'un est désengagé, on va le remarquer plus rapidement, on va pouvoir agir plus rapidement et donc c'est comme ça qu'on s'assure que, les personnes qui sont chez nous, sont toujours stimulées par leur mission. On a d'ailleurs, fait une refonte de notre produit qui va bientôt sortir. C'est pas tout le temps qu'on a l'occasion de travailler, sur un projet de cette ampleur. Donc, voilà, nous, c'est très important pour nous que les personnes soient,
très épanouis dans leur mission et après qu'on leur apporte un bon cadre de travail qui leur permet de réduire la charge mentale, liée à la vie personnelle. Ok, extrêmement clair. Euh, Avant que je finisse par mes questions un peu tradies de fin d'épisode de podcast, petite question sur l'IA et l'IA et la RH. Est-ce que toi, tu as commencé à te l'approprier? Est-ce que tu t'es plongé dedans? Pas plus que ça pour l'instant. Comment tu vois les choses, ce sujet? L'IA, c'est un peu dur parce que déjà, moi, je l'utilise que pour le côté pro. Je vais jamais l'utiliser en perso, c'est quelque chose que je me refuse. Ouais. Donc déjà, c'est dur quand, on a une vision pas très positive, Ok. d'une technologie parce que, enfin, voilà, on peut pas, on peut pas ne pas prendre en compte, la dimension écologique qui est liée quand même, à l'IA, je trouve. Et après, bah, pour le côté pro, je veux pas rater le train. Pour Ok. les, c'est important quand même pour moi de savoir de quoi on parle et comment l'utiliser. Donc aujourd'hui, je l'utilise pas encore beaucoup, parce que j'ai pas encore, pris le temps de m'y mettre plus, mais c'est quelque chose que je souhaite faire et du coup, voilà, ça m'aide, parfois, en fait, je l'utilise vraiment et c'est ça que j'espère, qu'on va garder comme un assistant. Par exemple, je dois, créer une procédure, je vais écrire tout ce que je pense, je vais la rédiger, je vais juste vérifier avec l'IA s'il y a un Ouais. point que j'aurais pu améliorer ou si j'ai oublié quelque chose. Par Ouais. exemple, là, quand j'ai recruté, dans mon équipe, bah, ça m'a aidé justement à faire le suivi de la période d'essai. J'avais noté, moi, tout ce que j'avais en tête et j'ai demandé à l'IA: «Est-ce que tu vois quelque chose qui peut être déterminant que j'aurais oublié?» Voilà, c'est plutôt ça mon utilisation, actuelle. Ouais, c'est un outil qui va peut-être te permettre de faire mieux, d'améliorer, et cetera, plus qu'un outil qui va décider à ta place, en tout cas, ça, c'est sûr. Ah ça bah, oui, ça, c'est très important de faire attention et on en parle au sein de l'équipe RH, hein. Toutes les 3, on est alignées sur le fait qu'on veut pas remplacer qui que ce soit avec l'IA, que c'est vraiment une aide et que ça doit rester une aide, mais que notre capacité d'analyse et de réflexion, on doit toujours continuer à la travailler et à l'aiguiser. Ça, c'est très, très important. OK. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé, une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Tu as le sentiment d'avoir pu t'exprimer, librement, en tout cas? Très librement, merci beaucoup Ouais. et oui, non, enfin, là, les sujets, enfin, sur notre politique de recrutement, pour moi, c'était très important de pouvoir en parler parce que ça me fait vraiment beaucoup de peine de voir là toutes les entreprises qui, qui font des licenciements économiques, qui réduisent leur effectif. Enfin, même pour notre fonction RH, d'avoir à gérer tous ces sujets-là, c'est très très dur humainement. Enfin, moi, je vois plein de pairs RH qui ont du mal, hein, qui se sentent mal dans leur fonction parce que on réduit souvent les RH à ceux qui recrutent et à ceux qui virent, mais on ne se rend pas assez compte de l'humain qui accompagne aussi les autres humains dans tout ça. Et voilà, donc du coup, pour moi, c'était important de dire que oui, parfois, enfin, la limite de notre politique de recrutement, c'est que parfois, on met du temps à recruter. Donc OK. parfois, il y a des périodes qui sont un petit peu plus chargées. Mais comme on adhère tous à cette manière de fonctionner, on sait pourquoi on attend et on est OK avec ça. OK. Est-ce qu'il y a une anecdote pro que tu pourrais nous raconter et que tu as encore jamais racontée, à un micro? Ouais, j'ai réfléchissais un petit peu à ça et c'est assez drôle parce que, moi, quand j'ai choisi mes études supérieures, j'avais pensé à être RH. J'avais OK. pensé à faire ces études, mais à ce moment-là, quand, je pensais vraiment que les RH, c'était que des ressources du côté de l'entreprise et qu'il y avait justement pas le côté humain, dans le métier et aujourd'hui, ça me fait vraiment sourire parce que, bah, j'ai fini quand même malgré tout, par avoir ce métier et aujourd'hui que je suis dans l'envers du décor, enfin, c'est vrai que la partie humaine, on j'essaie d'en parler justement plus et de communiquer là-dessus parce que, je trouve ça important, que la fonction RH soit pas réduite, à être, bah, les représentants de l'employeur. Ouais. C'est clair qu'on te moi, je t'ai entendu, bah, je t'ai croisé au festival, je t'ai entendu sur quelques autres podcasts. C'est chouette que tu prennes la parole, que ton entreprise aussi te laisse prendre la parole, Tout à en tout fait, cas. Parce que j'imagine que tu as partagé avec tes fondateurs ce sujet, mais qu'ils te laissent faire. Donc ça, complètement c'est cool. et ils m'en encouragent à le faire en plus. Ouais, d'accord, OK, clairement. Donc cool. Il y a des personnes que des RH, quand je dis des personnes, des RH que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Des gens que tu soit que tu aimerais entendre, peut-être que tu connais pas, mais que tu aimerais entendre, ou des personnes que tu dis: «Bah, tiens Florent, faut que tu les interviewes». Là, dans les personnes que je connais, bah, justement, une autre personne que j'ai rencontrée, avec qui j'ai parlé au festival RH, c'est, Hugo Souchon,
C'est le responsable RH d'Empowill. Et lui, en fait, il a d'abord été en alternance en RH et après, il a fait son premier CDI. Donc, c'est encore aujourd'hui le seul RH et je trouve ça assez impressionnant quand c'est aussi un premier job, tout ce qu'on est capable de faire et tout ce que la fraîcheur apporte, justement. Ok. Enfin, il met plein de choses en place dans son entreprise. Et du coup, ouais, comme j'avais fait un atelier au Festival RH, on s'était rencontrés à ce moment-là. Justement, moi, c'était sur comment améliorer la parité dans les entreprises tech. Et lui, il Ouais. travaillait aussi sur ces sujets et je trouvais ça très intéressant. Et sinon, une copine RH de longue date qui s'appelle Zoé Languette, elle était en salariat et maintenant, elle a quitté le salariat pour se mettre en freelance. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'elle communique beaucoup sur ses insights, le recul qu'elle a pris sur le monde du salariat et aujourd'hui, ses retours d'expérience enfin, sur l'activité en freelance. Et je trouve ça assez impressionnant. Je sais pas toi, enfin, Mm. ce que tu as pu remarquer, mais il y a de plus en plus de RH en freelance. Claire. Je pense que, comme je parlais, tu vois, dans les entreprises, d'avoir les ressources pour bien faire son métier et un environnement sain pour l'exercer, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises dans lesquelles c'est pas le cas et ça fait fuir les RH du monde de l'entreprise et ça me fait un peu mal au cœur de voir que les fondateurs et les fondatrices n'ont pas plus conscience euh, de, de, et ne mettent pas autant d'importance sur le bien-être de l'équipe. Ouais. Non, non, c'est clair. Et ce phénomène, effectivement, je vois de plus en plus, je le vois aussi d'ailleurs du côté entreprise, qui se disent, oui, classiquement, je recrutais en CDI, donc ça ne veut pas dire qu'elles s'interdisent de ne pas recruter en CDI, mais elles s'ouvrent aussi à des profils, effectivement, sur des missions, par exemple, sur des projets, sur des sujets de transformation RH, sur, je sais pas, des implémentations d'outils, sur du RecOps, de recruter effectivement quelqu'un qui est free pendant X semaines, X mois ou X jours par semaine pendant X mois. Voilà. En tout cas, cette ouverture d'esprit, elle est de plus en plus et je pense que ça, c'est bien pour l'autre fonction. Parce qu'il y a plein de manières en fait, d'exercer son métier, à chacun de trouver ce qui lui plaît, son équilibre. Et, il y a pas... et pour moi, il n'y a pas de meilleur, c'est pas mieux d'être freelance ou d'être salarié. C'est à chacun de se retrouver là où il est, quoi, en fait. Donc, en tout cas, ça, c'est ma conviction. Hein. Mais, comment tu fais ta veille, toi, pro? À part venir au festival, tu lis, t'écoutes, tes newsletters, qu'est-ce qui te fait avancer dans tes réflexions? Newsletter, honnêtement, j'ai du mal à prendre du temps à les lire. Enfin, c'est vrai que, Ouais. je me débloque pas assez de temps. Heu, je suis plutôt, à faire de la veille, déjà légale pour moi, c'est le plus important, la veille légale parce qu'il faut vraiment. Enfin, il y a pas d'entreprise qui fonctionne si la santé de l'entreprise est pas, préservée et qu'on respecte pas le cadre légal et du coup pour ça, il y a Lubna Tigroussine qui dégrossit Oui, beaucoup l'actualité, les légales et c'est vrai qu'elle, c'est une mine d'or, hein, enfin tous ces partages, tout ça donc je regarde beaucoup ce qu'elle fait et après aussi, c'est beaucoup les réseaux de Slack RH comme je te disais. Enfin moi, n'étant pas de formation RH, j'ai pas, rencontré, j'ai pas des anciens, camarades d'école avec qui je peux discuter, de RH, j'ai pas beaucoup ça et du coup, c'est vrai que sur ces communautés RH, de lire les demandes des personnes, parfois ça m'a fait moi aussi me rendre compte: «Ah tiens, ah, ok. ça, est-ce qu'on le fait bien ou est-ce qu'on pourrait le faire?» Et donc du coup, ça me permet de rester au fait de l'actualité RH et sinon côté podcast, il y a pas longtemps, j'ai aussi participé à un podcast d'Émilie, Sissoko qui est une coach professionnelle. Son podcast, c'est Team Player mais pas paillasson Ok. et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle, en fait, son podcast, c'est elle met en situation une personne dans plusieurs situations de vie d'entreprise et comment, on peut, gérer ces situations et comment enfin, il y a plusieurs solutions à chaque fois en fonction de la personnalité de chacun. Mais là, c'est plutôt, côté coaching et j'ai trouvé ça assez intéressant, de cette approche-là aussi. Bah écoute, tu vois, je ne connaissais pas plus que ça ce podcast. Pourtant, j'en connais un petit paquet, tu vois. Et J'imagine. ouais, 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 non, non, mais merci pour cette découverte. Merci Meryl pour cette découverte parce que tu vois, je vais creuser ce que fait effectivement. J'adore le titre, Team Player, mais pas paillasson. C'est Et extraordinaire. du coup, là, en Donc, fait, elle fait, le deuxième tour, c'est qu'en fait, elle propose à des personnes d'écouter un épisode et après de le commenter. Et du coup, moi, je l'avais fait sur l'assertivité. ok,
Et en écoutant l'épisode, qui sortira plus tard, là, il n'est pas encore sorti, mais moi-même, en fait, avec ses retours qu'elle faisait, parce qu'elle fait des interludes, et moi-même, j'ai appris encore plus avec elle. Ah, ok, ben, franchement, merci pour ces tips, Meryl. Si quelqu'un souhaite te contacter, qu'est-ce qui est plus efficace? T'écrire par mail, te téléphoner, LinkedIn? Comment tu fonctionnes? LinkedIn, enfin, moi, je suis très réactive sur LinkedIn. Après, enfin, évidemment, c'est pas possible de répondre à tous les démarchages parce que ça, on en reçoit beaucoup. Mais sur les Ouais. échanges, les partages d'expériences, ça, je réponds toujours. Ok, ok, très très clair. Mais en tout cas, un grand, grand merci, Meryl, pour ton temps, ta dispo, ton sourire qui va se retranscrire lors de l'écoute de cet épisode. On se recroisera prochainement. Ça, c'est certain. Tu viens au Festival RH d'ailleurs le prochain en J'ai octobre? déjà pris mes places, ouais. Ah ouais, déjà t'as anticipé toi. Et aussi, là, mercredi prochain, à HR Technologies. Eh ben, on va se croiser. Alors, l'épisode sera diffusé après HR Techno, mais du coup, on se croisera physiquement à HR Techno normalement semaine prochaine, Meryl. En tout Super. cas. Avec grand Ok. plaisir. Bah écoutez, un grand, grand merci à tout le monde. Un merci Meryl une nouvelle fois. Merci à toutes les personnes qui sont fidèles. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à mettre un petit 5 sur 5 sur Apple Podcast et Spotify parce que c'est ça qui fait que mon podcast évolue et soit de plus en plus visible. Donc si vous pouvez le faire, je ne peux que vous en remercier. À Merci beaucoup. bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!